Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azure TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro, émission comme d'habitude que nous organisons en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan qui nous accueille comme à chaque fois dans sa superbe bibliothèque. Nous allons nous concentrer cette semaine sur thématique assez importante qui concerne pas mal de gens en région PACA, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, le droit des sociétés commerciales. Et pour en parler, Maître Florent Ladouce. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va procéder un petit peu différemment. On va évidemment énumérer les différentes formes de sociétés commerciales, les avantages, les inconvénients, à quoi il faut faire attention lorsqu'on crée une société commerciale. Mais on va d'abord, je le disais, procéder un petit peu différemment par élimination, parce que on va parler de ce qui ne sont pas les sociétés commerciales, c'est-à-dire sociétés individuelles, c'est ça? Tout à fait. Ou plus précisément, entreprise individuelle. Démarrer une activité en société, c'est fondamentalement créer une entreprise. Or, il y a deux façons d'exercer l'entreprise. Première façon, en entreprise individuelle, ce qui est connu de manière générale comme le commerçant en nom propre. Deuxième façon, via une société commerciale. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux sociétés commerciales, mais il me paraissait nécessaire d'évacuer à titre liminaire le nombre de créations d'entreprises individuelles, puisqu'il faut quand même savoir que sur 550 000 entreprises créées en 2014, vous avez 30% qui l'ont été sous forme de sociétés commerciales, 70% sous forme d'entreprises individuelles. Alors, les entreprises individuelles, concrètement, quelques exemples, vous l'avez dit, ce sont les commerçants? Ce sont les commerçants en nom propre. Mais pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi ce succès croissant des entreprises individuelles? Parce que, précisément, le pouvoir législatif met en place depuis, on va dire, 12 ans, un certain nombre de mesures destinées à favoriser la création d'entreprises via l'entreprise individuelle qui est beaucoup plus facile à créer et à faire fonctionner. Quelques exemples sur l'évolution législative de ces 12 dernières années. On a un début de ce processus le 1er août 2003, c'est la loi sur l'initiative économique, dite également loi Dutreuil, qui va instaurer la possibilité pour l'entrepreneur individuel d'effectuer une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale chez un notaire. Donc c'est une avancée extraordinaire à l'époque. Vous êtes commerçant en nom propre, ou en tout cas vous voulez créer une activité en nom propre, vous voulez protéger votre résidence principale, ce qui était impossible auparavant, et bien là, vous allez frapper à la porte de votre notaire et vous déclarez insaisissable votre résidence principale. Première étape, donc je le disais, le 1er août 2003. Deuxième étape, c'est le 15 juin 2010. Nouvelle loi qui, cette fois-ci, va créer un nouveau concept d'entrepreneur individuel qui est assez révolutionnaire en droit français. C'est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le défaut majeur de l'entreprise individuelle, à partir du moment où vous êtes immatriculé, tout votre patrimoine devient le gage de vos créanciers. Si vous êtes placé en liquidation judiciaire, vos créanciers pourront non seulement se saisir sur le stock de votre entreprise, mais également aller chercher votre résidence principale, votre résidence secondaire, des biens de famille, etc. Par cette loi du 15 juin 2010, le législateur crée le concept d'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Cela signifie qu'il insère en droit français le patrimoine d'affectation. Patrimoine d'affectation, j'ai un patrimoine de 500 000 euros, je décide d'en affecter 100 000 euros à mon activité, je vais faire une déclaration au greffe, et si je dois subir malheureusement une liquidation judiciaire, eh bien mes créanciers ne pourront pas appréhender les 400 000 euros que j'ai protégés. Ça, c'est la deuxième étape, qui est à nouveau une étape très importante. Troisième étape, c'est l'actualité de cet été, la loi Macron. La loi Macron. Exactement. Loi du 6 août 2015, qui est entrée en vigueur le lendemain. Et la loi Macron va plus loin que la loi du 1er août 2003, puisque 1er août 2003, vous allez chez un notaire, vous souscrivez une déclaration d'insaisissabilité de votre résidence principale. Très bien. Le notaire effectue les mesures de publicité. Avec la loi Macron,
donc depuis le 7 août 2015, cette insaisissabilité est de plein droit. Il n'y a aucune démarche à effectuer. Donc, plus la peine de passer devant son notaire. Exactement, plus la peine de passer devant son notaire, et c'est important de le souligner, puisqu'effectivement, on s'aperçoit que ce dispositif mis en place en 2003 était largement sous-utilisé. Alors, il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on va se concentrer aussi sur les sociétés commerciales. Mais là, on a expliqué un petit peu ce qui constitue finalement le succès de ces entreprises individuelles qui ont pas mal d'avantages. On peut se protéger, en fait. Aujourd'hui, quels sont les différents types de sociétés commerciales? On connaît les sociétés anonymes, les SAS. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Et qui sont les entrepreneurs qui font appel à cette forme de structure, donc de société juridique? Tout à fait. Alors, comme je l'indiquais, 70% optent pour l'entreprise individuelle, 30% pour une société commerciale. Pourquoi? Le professeur Causian, qui est un célèbre fiscaliste, proposait une distinction qui m'a toujours beaucoup plu, qui était de distinguer entre les entreprises de subsistance et les entreprises de croissance. Lorsque un entrepreneur veut simplement s'assurer un salaire, eh bien, il va avoir tendance à se diriger vers l'entreprise individuelle. S'il veut, à l'inverse, développer une société au niveau départemental, régional, national, voire international, il est obligé de passer par la forme des sociétés. C'est vraiment la grosse distinction. C'est l'intérêt de la société, la possibilité dans une société d'être à plusieurs. Et qui dit être à plusieurs, dit également la possibilité de fédérer des moyens intellectuels, des moyens humains, mais surtout des moyens financiers. Alors, pour répondre plus précisément et directement à votre question, quels sont les différents types de sociétés? Parce qu'on connaît la SARL, la SAS, la EURL, la SA, ce sont des acronymes qu'on entend souvent. Et c'est vrai que pour le profane, à quoi ça correspond? On se demande toujours à quoi ça correspond, pourquoi telle société a choisi de se constituer en société anonyme et celle-ci en SAS. Vous nous direz d'ailleurs que le rapport de force s'est inversé en plus dans les dernières années. Donc dites-nous un petit peu comment on peut différencier toutes ces formes juridiques. Exactement. Alors, lorsque on lit les dernières statistiques de l'INSEE du mois de janvier 2015 sur la création d'entreprises en 2014, on s'aperçoit effectivement que 51% des nouvelles sociétés sont créées sous forme de SARL, EURL. 39% sous forme de SAS, SAS unipersonnel. C'est un chiffre qui montre, premièrement, que la création de sociétés s'articule globalement autour de deux formes juridiques. Toutes les autres, finalement, recueillent des parts particulièrement limitées, le reliquat de la création de sociétés. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est de procéder à une analyse comparative entre les chiffres de 2010 et les chiffres de 2014. En 2010, on est à 87% de création de SARL pour 51% en 2010. 14% pour les SAS unipersonnels en 2010, 39% en 2014. Alors c'est quoi la différence entre ces deux formes? On va y venir. On va peut-être commencer par le best-seller, la SARL, qui effectivement, la société à responsabilité limitée. C'est, j'ai envie de dire, la société type qui est utilisée par le créateur d'entreprise qui n'aura pas été recueillir les conseils de son expert comptable ou de son avocat. Et c'est à ce point la société type en droit français que, lors de la publication de la loi sur l'initiative économique du 1er août 2003, le législateur avait même publié un modèle de statut type pour des SARL unipersonnels, mais pour véritablement inviter les créateurs d'entreprise à choisir ce modèle. Qu'est-ce qui a fait le succès de la société à responsabilité limitée, la fameuse SARL? Le nombre d'associés, on a quand même beaucoup de souplesse. On est à 2 associés minimum, 100 au maximum. Le capital social, qui depuis le 1er août 2003 est libre, c'est-à-dire que dans l'absolu, si vous souhaitez créer une SARL avec 1 euro de capital, c'est un exemple type que l'on cite souvent, rien ne s'y oppose. Ça, c'est assez incroyable. À l'inverse, si vous choisissez 50 000 euros de capital, il n'y a aucun problème. Si vous choisissez un capital plus important, il y a des facilités sur la libération du capital, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, le ou les associés ne sont pas obligés de libérer immédiatement la totalité du capital social. Il y a 20%
de libération immédiate du capital social et ils peuvent verser le reste du capital social sur une durée de 5 ans. Donc, on le voit, une grande souplesse. Grande souplesse également au niveau de la direction de la SARL, puisque on a un gérant, celui qui assure la direction est appelé le gérant, mais on peut en avoir autant de gérants que d'associés. On assiste assez régulièrement à des montages types où chaque associé va être également co-gérant de la SARL. Qu'est-ce qui fait également son succès? Écoutez, une facilité relative de cession des parts sociales. Si vous n'avez pas dans les statuts une clause d'agrément, eh bien vous pourrez les céder, à supposer que quelqu'un ait l'envie de les racheter. C'est un petit peu le problème de la SARL, c'est qu'à dire vrai, en dehors de l'actionnariat existant, c'est compliqué de diversifier. Vous aurez du mal. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, la SAS, qui est donc une société à action simplifiée, gagne à nouveau du terrain? Vous nous le disiez, selon les dernières statistiques, c'est la forme juridique qui est la plus plébiscitée lors des dernières années. Pourquoi? Le législateur a été particulièrement actif pour assouplir la société par action simplifiée. Reprenons quelques éléments comparatifs avec la société à responsabilité limitée. Le nombre d'associés, SAS unipersonnel exclu, on va être de 2 associés minimum, et il n'y a pas de maximum pour le nombre d'associés. Première chose. Deuxième chose, le capital social, qui avant comportait une somme minimale, eh bien désormais, à l'instar de la SARL, il est libre. Il est libre. Donc là encore, c'est une souplesse qui a été... Pas mal de liberté. Véritablement appréciée. Et si vous choisissez, parce que soyons cohérents, si vous fixez votre capital social à 1 euro, vous n'attirerez pas les foules, vous aurez du mal à obtenir des concours bancaires et à créer la confiance dans votre entourage. Mais si vous choisissez un capital social significatif, vous avez l'obligation de libérer 50% contre 20% pour la SARL, 50% pour la SAS immédiatement, et le reliquat sur 5 ans. Donc on voit un assouplissement au niveau du capital social de la SAS qui maintenant est libre. On a supprimé l'obligation de commissaire aux comptes pour la SAS lorsque vous êtes en dessous de 2, enfin je retiendrai 2 sur les 3 seuils, ceux qui sont les plus parlants, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en dessous de 50 salariés et de 3 100 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Bon là ça devient ok. Bon, ça laisse un peu de marge avant d'être un petit peu exactement. Avant d'être obligé de faire appel à un commissaire aux comptes. Qu'est-ce qui fait véritablement ces dernières années le succès de la société par action simplifiée? Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est la fiscalité. C'est la fiscalité. Qui est plus avantageuse donc, si je vous suis. Exactement, puisque le gérant majoritaire d'une SARL, lorsqu'il va vouloir essayer de se distribuer des dividendes, eh bien ces dividendes, donc le dividende, c'est à la fin de l'exercice social, un bénéfice a été réalisé et on a 2 possibilités, soit on affecte en réserve ce bénéfice, soit on le distribue à ses associés. Exactement. Dans une SARL, le gérant, s'il décide de se distribuer des dividendes en complément de revenus, il va voir ces dividendes assujettis aux mêmes charges sociales que s'il s'était versé directement une rémunération. Ce qui n'est pas le cas donc dans la SAS. Ça n'est pas le cas dans la SAS. La SAS, vous avez au niveau de la fiscalité 2 différences majeures. Le dirigeant de la SAS, qui n'est plus appelé un gérant mais un président, lui bénéficie du régime général des salariés. Il n'est plus travailleur non salarié assujetti à l'URSSAF ou à RSI, il bénéficie du régime général des salariés. Premier attrait de la société par action simplifiée. Deuxième intérêt au niveau de la distribution des dividendes, qui eux ne sont pas assujettis aux cotisations sociales. Hormis la CSG, CRDS et quelques petites taxes. Donc du coup, pour 70 000 euros de bénéfices, on est quasiment à... Enfin, pour 70 000 euros d'argent qu'il reste, on n'aura quasiment aucune taxe à payer dessus. Alors, de manière très précise, on estime à peu près à 40%. Les cotisations sociales pour les distributions de dividendes dans une SARL, dans une société par action simplifiée,
ça descend à 15,5%. Donc effectivement, les avantages sont quand même largement différents. Une dernière question, Oui. parce qu'on est pris par le temps. Oui. Très rapidement, Maître. Oui. Évidemment, quand on constitue une société, Oui. l'aide d'un avocat paraît indispensable quand on n'a pas l'expertise. Alors, pas seulement l'avocat, mais vous pouvez être de bons conseils, vous les avocats, dans la constitution pour faire le choix de la forme juridique. Ça me paraît de plus en plus indispensable. Comme je vous l'indiquais, il y a des choix à faire qui ne vont pas se faire simplement au niveau de la limitation du risque, mais du projet qui est envisagé. Donc il faut faire un peu de prospective. Exactement. Et ça, cette prospective, il faut avoir un petit peu de hauteur de vue. Et cette hauteur de vue, le créateur d'entreprise, il ne l'a pas. Merci beaucoup, Maître Florent Ladouce, pour toutes ces précisions. C'est la fin donc, de ce nouveau rendez-vous de Nul n'est censé ignorer la loi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle thématique. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, c'est selon sur Azure TV. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.